Ça t'arrive-tu de remarquer que quand tu manges un type d'aliment, tu as plus de misère avec ton énergie? Que quand tu as des problèmes avec ta digestion, tu es plus irritable ou ton moral est à plat? Ou qu'après ton café, tu te sens hyper speedé et tu escaladerais des immeubles comme Spider-Man? Ça tombe bien, car aujourd'hui, on parle de l'effet de l'alimentation sur le TDAH. Tu as grandi sous la pression de ta différence. Déjà petit, tu sentais les incohérences. Le monde ne tournait pas si rond. Toi, tu restais sur le trame de fond. Bonjour mes belles bébites, bienvenue dans le podcast Vie de TDAH. Aujourd'hui, je vous parle d'une stratégie qui a vraiment fait la différence pour moi. Elle a fait la différence dans mes défis quotidiens de TDAH. J'en ai parlé dans la saison 1, mais je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. On parlera jamais assez de l'impact de notre alimentation sur le fonctionnement du cerveau TDAH. Moi, j'ai changé mon alimentation, comme vous le savez sûrement, ou peut-être ceux qui commencent à m'écouter, parce que j'avais des intolérances alimentaires avec bien des symptômes. Ça peut être aussi une concomitance au TDAH, les intolérances, les troubles digestifs, les troubles avec notre microbiote, etc. Puis, je me suis rendu compte que ma nouvelle façon de manger diminuait mes symptômes. Bon, OK, mes symptômes physiques, parce que j'avais beaucoup de symptômes physiques comme de la douleur chronique qui était liée à de l'inflammation dans mon corps. Mais quand j'ai changé mon alimentation, je me suis rendu compte que ça me donnait beaucoup plus d'énergie et que ça avait stabilisé mon humeur. Pendant des années, je pouvais avoir, par exemple, le TDAH dans le tapis pendant plusieurs jours. Et après, je crashais sur mon divan pendant plusieurs jours aussi. Ou encore, il y a des jours, j'étais full optimiste, full de bonne humeur. Et d'autres jours, j'avais le moral à plat et j'avais envie de rien faire. Et il n'y a pas personne qui m'a jamais dit « Hey, c'est peut-être ton alimentation qui a un rapport avec ton TDAH. » Puis là, souvent, quand je parle de ça, je me fais regarder de travers, comme si j'étais tombée sur la tête. Ben voyons, l'alimentation puis le TDAH, ça n'a pas rapport. Je vais vous donner juste un exemple de comment l'alimentation peut avoir rapport sur notre corps. Moi, j'ai arrêté de manger du gluten il y a 15 ans parce que ça me faisait faire de l'inflammation. Puis, quand tu fais de l'inflammation, quand ça part aussi de ton système digestif, ben tu risques d'en faire au niveau du cerveau parce que c'est connecté. Puis là, c'est pas moi qui dis ça, c'est la science. Puis je trouve qu'on a appris à croire les grosses industries au lieu de croire des preuves qui font du sens dans le quotidien des gens. C'est un peu normal parce que l'argent qui est investi par les industries, comme l'industrie agroalimentaire, sur le marketing de masse, ce sont des milliards. Puis c'est pas pour rien que le système de santé est surchargé aussi et qu'une bonne partie du monde souffre de troubles gastro-intestinaux. On mange de la cochonnerie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que moi j'étais gênée de parler de ça. Avec mon entourage. J'étais gênée de dire, mon alimentation, faut que je fasse attention à telle chose parce que ça cause des symptômes TDAH. Puis, dernièrement, j'ai assisté à un atelier sur l'alimentation et le TDAH avec Jean-Yves Dionne. Jean-Yves, c'est un pharmacien de métier, mais il est aussi TDAH. Et l'atelier que j'ai suivi avec lui est venu me confirmer avec des preuves scientifiques que oui, c'est vrai que l'alimentation change complètement le fonctionnement du cerveau, donc du cerveau TDAH. Et l'alimentation cause aussi beaucoup de maladies. Il y a des études scientifiques qui existent et qui disent que l'alimentation
a un impact direct sur nos neurotransmetteurs, hein? Notre fameuse dopamine qui est le neurotransmetteur de la satisfaction, de la motivation, la sérotonine qui est notre neurotransmetteur de l'humeur, la noradrénaline qui est le neurotransmetteur de l'attention, l'acétylcholine qui est le neurotransmetteur de la mémoire, le GABA qui est le neurotransmetteur de la relaxation. Et dans le cas du TDAH et de ses amis, hein, des concomitances qui viennent avec le TDAH, ce sont ces neurotransmetteurs qui sont importants à prendre soin. Parce que ce que tu manges va changer ta capacité de te concentrer, de réguler tes émotions, d'avoir de l'énergie, d'avoir une bonne humeur, d'être en santé en général. Puis les experts comme Jean-Yves Dionne l'expliquent. Ton cerveau TDAH fonctionne différemment. Il a besoin d'une alimentation alignée avec ce fonctionnement. Donc, cet atelier-là m'a confirmé la preuve scientifique que mon approche que j'avais mis en place par essai-erreur, à la suite de mes recherches ou par intuition, était correcte. Ce qui arrive, c'est que le problème avec nous, les TDAH, en tout cas avec moi, on aurait dit que je fais pas confiance en mes croyances, même si je découvre des choses dans la recherche, tant que les personnes dans mon entourage ne sont pas venues valider ce que je pense. Donc, merci à Jean-Yves Dionne de Franchement Santé d'éclairer ma lanterne et d'avoir confirmé avec cet atelier que j'étais pas si folle que ça. Je vous résume les grandes lignes de l'atelier que j'ai suivi. La première question, c'est quoi la recette? Hein? Qu'est-ce qu'on doit manger pour un mode de vie TDAH friendly? Dans un premier temps, c'est une alimentation riche en bons gras, en protéines, en crucifères et en légumes et colorés et en quelques fruits, mais ça, il faut faire attention parce que les fruits contiennent quand même beaucoup de sucre. Surtout les jus de fruits, même le jus d'orange fraîchement pressé, là, ça prend plusieurs oranges pour faire un jus de fruits. Et dans un deuxième temps, il y a aussi des suppléments qui sont proposés parce que le cerveau TDAH est reconnu scientifiquement pour avoir des carences. Pour ce qui est de l'alimentation, les protéines. Nos repas doivent contenir des protéines, surtout pour le cerveau TDAH. Ça va servir à stabiliser les neurotransmetteurs comme la dopamine. À notre déjeuner, à notre dîner, à notre souper, nos 3 repas par jour devraient contenir des protéines. Nos repas devraient aussi contenir des bons gras. Pourquoi? Parce que nos cellules et notre cerveau sont faits de gras. Puis là, je vous dis pas de manger une poutine ou du poulet frit pour déjeuner. Parce que l'huile de friture, c'est pas très bon. Parce que ça cause de l'inflammation dans ton corps. Et qui dit un cerveau inflammé, dit des défis de TDAH. Je parle des gras sains, comme des noix, des huiles de qualité qui supportent la chaleur si tu les fais chauffer, des bonnes huiles végétales, du fromage, au niveau des noix, comme je disais, il y en a qui ont un indice glycémique plus bas, tu sais, qui ont moins de sucre. C'est comme les noix de macadam, les noix du Brésil, super bon pour le TDAH. Les graines de citrouille aussi, les pacanes. Puis il y a aussi dans les bons gras, les poissons gras, hein, comme le saumon, le maquereau, c'est des poissons gras. Les sardines, c'est sûr que les sardines, on est moins attirés par ça, mais il y a des recettes qui existent qui permettent de faire passer le goût. Et ça nourrit le cerveau. Ensuite, il y a les crucifères et les légumes colorés, hein, les brocolis, les carottes, le chou kale, les choux de Bruxelles, la patate douce, les petits fruits, les bleuets, les framboises, les mûres. C'est des fruits qui ont moins de sucre et ce sont d'excellents antioxydants. Ils protègent ton système nerveux de l'oxydation, donc de l'inflammation. C'est pas compliqué.
C'est juste très différent de ce qu'on te vend à profusion dans les tablettes d'épicerie et lors des annonces à la télé. On te vend du transformé, du plein de sucre pour te rendre accro, bourré d'additifs pour le goût. Et tout ça, je vous dis ça, mais c'est reconnu scientifiquement comme nuisible pour la santé, mais aussi comme étant un activateur des défis du TDAH au quotidien. Puis là, si jamais tu vois des études passées qui te disent le contraire, fais tes recherches, voir ça vient de qui ces études-là. Ça vient-tu d'une industrie, d'un défenseur d'une industrie, puis il va plus loin, là. Jean-Yves Dionne, dans son atelier, nommait justement que l'Institut, je vais le dire en français, là, mais c'est plus anglais, américain, l'Institut international des sciences de la vie. Hein, c'est un organisme, son nom le dit, les sciences de la vie, mais ça a été fondé par Coca-Cola, Pepsi, Kraft, qui lui, Kraft appartient à une compagnie de tabac. Puis d'ailleurs, plusieurs grandes marques de l'industrie alimentaire appartiennent à des compagnies de tabac. Donc, l'Institut pour les sciences de la vie, qui est financé par ceux qui s'occupent des plus grandes marques de cochonneries qu'on consomme, s'occupe de payer des scientifiques pour faire des études pour dire si des choses sont bonnes ou pas bonnes pour la santé. Donc, c'est sûr qu'ils influencent leurs résultats. Et je me demande dans quel sens qu'ils influencent leurs résultats, parce que on s'entend que fumer la cigarette, c'est pas bon, ça cause le cancer. C'est prouvé que ça cause le cancer, puis c'est logique aussi. Tu t'envoies de la boucane puis des produits chimiques dans les poumons pendant des années, plusieurs fois par jour. Donc, comment cette industrie-là pourrait ressortir des résultats valides concernant l'impact de boire du Coca-Cola sur la santé? Il y a quelque chose qui fait pas de sens là-dedans. Donc, pour revenir à nos écureuils, les études sont claires que si tu manges beaucoup de sucre, tu auras beaucoup plus de symptômes TDAH désagréables. Pourquoi? Parce que le sucre active momentanément ta dopamine. Puis après ça, ça cause ton crash complet. Puis là, tu as besoin d'encore plus de sucre. C'est un peu comme une drogue. Ton cerveau va être sensible à ces fluctuations-là parce que lui, là, il a faim de dopamine. Hein? Le TDAH, c'est reconnu comme quoi on a de la difficulté avec notre dopamine. C'est quoi les chiffres qu'on devrait... Combien de grammes de sucre qu'on devrait consommer par jour? L'Organisation mondiale de la santé dit qu'on ne devrait pas dépasser 50 grammes de sucre par jour. Idéalement, s'en tenir à 25. Pourquoi? Parce que les pics de sucre créent des crashs de dopamine. Et pour un cerveau TDAH, les crashs de dopamine, ça l'égale une perte totale de focus, de l'hyperactivité et de l'irritabilité. Si tu prends une canette de liqueur avec sucre, regarde derrière combien il y a de sucre. Il doit y avoir, je pense, une 30aine de grammes de sucre dans une canette de liqueur. Dans un verre de jus d'orange, c'est pareil, même s'il est fraîchement pressé. Regarde le sucre derrière. L'humain des sociétés développées mangerait presque le triple de sucre parce que, mettons, idéalement, ça serait 25 grammes et les chiffres disent que dans les pays très industrialisés, ils mangeraient au moins 80 grammes de sucre par jour. Donc, c'est normal de sentir de la fatigue, de l'irritabilité, de l'impulsivité, des symptômes dépressifs, de l'anxiété quand on mange trop de sucre. Ceux qui mangent trop de sucre, leur neurobiologie est en train de crier au secours avec ces symptômes-là. Il y a aussi les additifs alimentaires, les colorants artificiels, les agents de conservation, les édulcorants. Ça l'agresse ta biologie et ton système nerveux. En fait, ton système nerveux les voit comme une menace. Puis là, ça crée de l'inflammation dans ton corps. Et l'inflammation cause des symptômes et des maladies, dont les symptômes, les défis du TDAH au quotidien. Et comme on l'a déjà vu, nous, les TDAH, on peut être très sensibles à notre environnement, mais aussi à ce qu'on mange.
Il y a aussi les pesticides, surtout sur les fruits et les légumes. Puis là-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se garde la tête dans le sable. Parce que souvent, j'entends dire des gens, il y en a pareil des pesticides dans le bio. Est-ce que c'est vraiment bio? Bon, ça change rien manger bio. Ben là aussi, c'est prouvé. Les pesticides peuvent affecter le développement neurologique ainsi que la santé en général. En plus, ça pollue l'écologie. Donc, oui, manger avec le moins de pesticides possible, c'est bon. Et finalement, je peux pas passer à côté de l'alcool. Bon, disons que beaucoup de monde consomme de l'alcool. Et nous, les TDAH, on a aussi 2 fois plus de chances de développer une addiction, que ce soit la cigarette, la drogue, l'alcool, le sucre, le gras, alouette. Puis j'ai moi-même quand même bu beaucoup d'alcool dans ma vie. Puis dans la dernière année, je dirais que j'ai diminué. Mais ça n'a pas été la première chose que j'ai changé dans mes habitudes parce que moi, le bon vin, j'adore. Ou un petit cocktail avec 50 grammes de sucre par verre dans le sud, là. Mais la consommation de substances comme l'alcool est souvent utilisée comme une automédication pour calmer l'hyperactivité, l'anxiété. Mais il aggrave l'impulsivité et tous les symptômes entourant un déséquilibre à long terme. Bon, si tu es capable de boire avec modération, quelques consommations par semaine, pas tous les jours, ça va. Si tu es capable de faire ça. Là, je dis pas boire 6 jours par semaine puis ne pas boire une journée. Si tu n'es pas capable de ne pas boire à tous les jours, plusieurs verres par jour, tu nuis à ta chimie interne, tu nuis donc à ton TDAH. Puis là, pourquoi adopter une alimentation TDAH-friendly? Qu'est-ce que ça va t'apporter, ça? Parce que c'est sûr que si on mange du fast-food, des aliments qui vont être réconfortants, ben sur le coup, ça va réconforter. Mais à moyen long terme, ça va te causer des symptômes désagréables. Mais quand tu enlèves les mauvaises affaires dans ton alimentation, ton cerveau s'allume, ton cerveau respire. Puis un cerveau qui respire, c'est un cerveau qui est capable de se propulser parce qu'il libère des ressources. En changeant ton alimentation, tu changes la donne au niveau du fonctionnement de tes neurotransmetteurs. Rappelez-vous, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, etc. Et moi, personnellement, quand j'ai implanté ça, j'ai eu beaucoup plus d'énergie et mon énergie était plus équilibrée. J'avais plus de up and down. Ma concentration s'est améliorée. Mon impulsivité a baissé. Mon humeur s'est stabilisée. En fait, c'est que mon système nerveux s'est tempéré. Ça me permet d'être moins anxieuse, moins en hypervigilance. Et j'avais moins d'hyperactivité, que ce soit au niveau de la parole, des tics, puis des mouvements aussi. Moi, j'étais tout le temps en train de bouger des doigts ou des orteils. Puis là, ça s'est pas fait en une semaine. Mais au fil des semaines, pas à pas, j'ai changé des choses et j'ai vu la différence. L'atelier a aussi parlé des suppléments qui changent la game. Des suppléments alimentaires, des vitamines qu'on peut prendre qui changent la game. Bon, c'est sûr que l'alimentation, c'est la base. Mais si tu veux rajouter une couche de plus, utilise des suppléments ciblés. Jean-Yves Dionne explique que le cerveau TDAH a des carences spécifiques. Encore là, c'est prouvé scientifiquement. Donc, quelles carences avons-nous les TDAH? Bon, premièrement, le magnésium. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Le magnésium, c'est le calmant du cerveau. Mais les TDAH, on aurait une carence en magnésium. Ça fait que tu vas avoir une mauvaise concentration. Tu vas être plus irritable. Tu vas vivre plus d'anxiété. Tu vas avoir plus de symptômes dépressifs ou tu vas être apathique. Tu vas avoir plus de sautes d'humeur, plus de fatigue. Tu vas avoir aussi, c'est reconnu comme si tu as une carence en magnésium, tu vas avoir une mauvaise qualité de ton sommeil. Tu vas faire de l'insomnie. Puis, tu pourrais même voir une augmentation de tes troubles affectifs. Donc, il est recommandé pour un TDAH
de prendre des suppléments en magnésium. Ensuite, il y a les oméga 3. Nous, le cerveau TDAH, en tout cas le système TDAH, aurait des carences en oméga 3. Qu'est-ce que ça fait, des carences en oméga 3? Ça a été testé dans le sang, là. Les enfants qui auraient des carences en oméga 3 avaient plus de problèmes de lecture, de mémoire. Il y aurait aussi plus de problèmes d'opposition qui auraient été ressortis de ça. Aussi des problèmes de gestion émotionnelle. Donc, de prendre une supplémentation en oméga 3 est aussi recommandé pour les TDAH. C'est sûr, des oméga 3, on en a déjà dans les poissons gras, les graines de lin, les graines de chia, mais souvent, il faut les prendre en supplément parce qu'il n'y en a pas nécessairement partout. Une autre chose qu'on est en carence, la mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil. En fait, c'est l'hormone qui favorise l'endormissement. Et si, toi, ton sommeil, c'est un désastre, la mélatonine peut t'aider. Habituellement, c'est le cerveau qui en produit naturellement pour dire « Hey, c'est l'heure d'aller te coucher », mais nous, les TDAH, elle peut apparaître après minuit, mettons. Et c'est pas une drogue, il n'y a pas d'accoutumance à la mélatonine, puis aussi, comme les gens le croient, ça nuit pas à ton système ou à la fabrication de mélatonine à long terme. Donc, tu peux en prendre tout le temps. Puis, il est conseillé d'en prendre, Jean-Yves Dionne, conseille d'en prendre 5 mg et idéalement, le prendre, si c'est en liquide, mets-le sous ta langue. Ton système va mieux l'absorber. Il y a aussi des carences en vitamine D qui ont été rapportées. Puis surtout si tu es dans une région où tu as des hivers. Hein, le soleil est moins, on voit le soleil moins longtemps, pendant quasiment la moitié de l'année. Une carence en vitamine D, ben ça l'affecte la dopamine. On le sait que nous, les TDAH, la dopamine, c'est important. Il y a aussi, ça l'affecte la dopamine, mais ça l'affecte aussi, des études ont prouvé que il y avait mettons, les enfants qui prenaient une supplémentation en vitamine D, voyaient une baisse significative de leurs problèmes émotionnels, de leurs problèmes des conduites, de leurs problèmes avec les pairs. Donc, une supplémentation en vitamine D peut aider les comportements et les défis du TDAH au quotidien. Ensuite, les vitamines E et les vitamines K. Ce sont les protecteurs neurologiques. Ces vitamines-là protègent nos neurones. Elles sont moins connues, mais restent quand même puissantes pour protéger le cerveau TDAH, qui est reconnu pour vivre plus de stress oxydatif que les autres. Il y a aussi le fer, le zinc, qui sont pointés du doigt dans les carences du cerveau TDAH. Puis là, pars pas en peur et tout acheter ces vitamines. Je te conseille avant d'en parler avec un professionnel. Il y a les naturopathes dans les magasins d'alimentation naturelle, ou encore, tu peux visiter le site de Jean-Yves Dionne, qui fait aussi des suivis et des capsules vidéo. Le lien va être dans la description du podcast. Ensuite, l'atelier proposait des plantes adaptogènes, bonnes pour le TDAH. Je vais en nommer quelques-unes. Il y a l'ashwagandha, la rhodiola, le bacopa moneri, la scultellaire, la lavande. Ça, ce sont des plantes qui vont calmer ton système nerveux sans t'endormir. Moi, j'utilise au moins une de ces plantes à tous les jours. Fais attention, si jamais tu achètes des racines d'ashwagandha, il faut que tu les fasses bouillir 15 minutes pour avoir l'effet calmant, s'ils sont en racines. Mais sinon, une tisane à scultellaire, tu peux rajouter de la lavande ou juste à la lavande. Ou des suppléments aussi, il y a des suppléments de rhodiola. Ou je sais pas s'il y a des suppléments de bacopa moneri. Ça vient de commencer à être mis plus de l'avant. Comment qu'on fait pour se retrouver dans tout ça? Le secret, c'est de trouver la bonne combinaison pour toi et de le faire en choisissant une chose à la fois à changer. Mettons, teste ton plus gros défi. Hein? Si, mettons, toi, tu manges trop de sucre, fais-toi un défi.
essaie de diminuer la moitié du sucre que tu manges graduellement. Puis, dis à ton cerveau, OK, on va faire ça pendant 30, 60 ou 90 jours. Puis après ça, tu évalues l'effet. Notre cerveau aime beaucoup les preuves que ça fonctionne. Personnellement, moi, mon régime alimentaire, c'est rendu pas mal ce qui a été présenté dans l'atelier, puis ce que je vous présente aujourd'hui, puis ça depuis 4 ans. Puis j'y ai pas été du jour au lendemain où je disais, youpi, je suis capable de bien manger, je prends tous mes suppléments, puis je mange super bien. Ça a quand même pris 6 mois, 1 an avant de bien placer les choses. Puis au début, quand j'ai commencé à voir les bienfaits, puis que ça restait dans le temps, j'avais peur. J'avais peur que ça l'arrête. J'avais peur de crasher du jour au lendemain. Parce que j'avais été habituée de vivre comme ça toute ma vie d'adulte. Je peux te dire qu'après 4 ans, ça fait 4 ans vraiment que j'adopte une alimentation TDAH friendly et c'est encore top notch. Puis là, je vous dis pas que des fois, j'oublie mes suppléments ou je vais manger des chips ou des patates frites. Mais si je le fais trop souvent, je ressens tout de suite mon corps réagir. J'ai moins d'énergie, mon énergie change. J'ai moins de motivation. Il y a aussi mon humeur qui change. Je deviens plus morose. J'ai envie de rien. Mon divan m'appelle un petit peu plus. Puis là, attention, c'est la combinaison entre l'alimentation et les suppléments pour contrer nos carences qui va fonctionner. C'est pas parce que tu vas prendre des suppléments tous les jours, mais que tu vas continuer à manger du sucre et des aliments transformés que ça va fonctionner. Puis il y a quelque chose aussi qui est important, qu'il faut arrêter de croire, que les suppléments, ce sont des placebos, que ça marchera pas. C'est juste dans ta tête. Que les produits bio, c'est du marketing. C'est quand même régi par des règles strictes. Faut arrêter aussi de se dire des choses comme, un petit bonbon, ça fait pas mourir. Si tu te dis ça chaque jour, accumule le nombre de bonbons que tu as mangé après 7 jours. Tu vas voir que c'est pas juste un petit bonbon. Puis aussi d'arrêter de se dire, arrête de te compliquer la vie. On a juste une vie à vivre. T'es-tu obligé de la détruire ta vie parce que tu as juste une vie à vivre? Ou de survivre au lieu de vivre vraiment parce que tu as plein de défis et de symptômes? Et j'ai une question pour toi. C'est quoi ton habitude que tu sais que cette habitude-là, elle te nuit, mais que tu la fais quand même? Je t'invite à te poser la question. Pourquoi tu le fais? Et si j'avais une baguette magique et que tu pourrais choisir entre manger cet aliment qui nuit ou avoir de l'énergie et une bonne humeur à tous les jours, qu'est-ce que tu choisirais? C'est sûr que manger de la nourriture confortable, qui réconforte, sur le coup, ça fait du bien, mais ça dure pas. Puis là, je te dis pas que c'est facile de changer tout ça, mais je pense qu'ensemble, on peut s'encourager et y arriver. Puis là, j'entends certains dire, voyons, c'est trop restrictif, moi, je serais pas capable. Perso, c'est pas mal plus dur subir des déséquilibres et d'envier le bien-être et la forme des autres que de se forcer un peu au départ pour changer ses habitudes. Ça va te prendre une couple de mois pour mettre tout ça en place, mais après ça, wow, le résultat vaut vraiment la peine. Et ça, le cerveau va le comprendre. Plus que tu vas lui donner du résultat, plus que le cerveau va le comprendre. Au début, c'est difficile parce qu'il ne voit pas nécessairement les résultats rapidement. Mais après quelques semaines, quelques mois, il va voir les résultats. Donc, comme promis, je te laisse avec un truc. Pour réussir, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'y aller avec la loi des petits pas. Donc, un changement à la fois. C'est pas trop difficile et petit pas va loin. Donc, on prend un engagement ensemble. À partir d'aujourd'hui, ça serait quoi le 1% que tu pourrais faire dans tes habitudes alimentaires que tu vas être capable de répéter chaque jour et ça sera pas trop difficile. Il y a une autre chose qui m'a aidé. 2 applications qui offrent une version gratuite. L'application Yuka pour la qualité des aliments que tu achètes. Tu scannes le code barre, puis Yuka te dit s'il y a des additifs ou pas, ou si c'est un aliment sain ou pas. Et il y a aussi MyFitnessPal,
qui va dire les quantités, hein, les quantités de sucre, de protéines, de gras dans chaque aliment que tu consommes. Ça m'a aidé parce que un cerveau qui voit les vrais chiffres a plus tendance à y croire et à vouloir faire attention. Parce que le cerveau, il a besoin de preuves. Puis là, avant de partir, fais un truc. Prends ton téléphone là, maintenant, va sur Instagram ou sur mon Facebook, puis envoie-moi un message. Dis-moi ce qui te décrit le mieux avec ton approche à la nourriture. Est-ce que tu ne jures que par le sucre? Est-ce que tu n'arrives pas à tenir tes bonnes habitudes? Est-ce que tu t'empiffres dans les mauvaises choses? Ou toi, t'es plus de type gras. T'aimes ça, la bouffe qui contient beaucoup de gras. Écris-moi ça via mes pages, mes réseaux sociaux, soit sur Facebook et Instagram. Puis, je vais te donner le lien vers un petit guide que j'ai fait, qui est super simple, qui te dit quel aliment devrait faire partie de ton mode de vie TDAH friendly. Puis, si jamais tu veux approfondir le sujet, dans mon livre TDAH 360, comprendre et optimiser sa neurodivergence, j'ai un chapitre complet sur l'alimentation TDAH friendly. Si tu veux si tu veux l'avoir, écris-moi, je vais te donner un code, tu vas pouvoir avoir 15% de rabais dessus. Ça, c'est pour mes auditeurs et auditrices. Ne manque pas, dans le prochain épisode, où on parlera de comment pimper ta dopamine, ce neurotransmetteur de la motivation et de la satisfaction qui fait tant défaut chez le TDAH. En attendant, n'hésite pas à liker cet épisode, t'abonner, mettre un 5 étoiles pour encourager Vie de TDAH, ce podcast en évolution sur le TDAH à l'âge adulte. À bientôt, mes belles bébites! Il y a un code secret en toi pour savoir comment tracer ta voie. Je n'assure, tu n'es pas un raté, tu l'as juste encore trouvé. Comment enfin libérer tout ce potentiel en toi?